Bonsoir, la Banque mondiale va investir 1,5 milliard de dollars en Guinée durant les 5 prochaines années. L'annonce est faite ce jeudi par le groupe, un soutien fort pour la mise en œuvre du PN2S. Les détails dès le début de ce journal. Nouvelle cartographie pour une meilleure coordination des interventions sanitaires dans le pays, un programme du ministère de la Santé avec ses partenaires techniques. Nous ferons le point avec notre reporter Djena Yansane. Et puis notre rubrique en 60 de l'indépendance nationale. Ce soir, nous braquons nos projecteurs sur l'usine de textile de Sanoya, l'un des premiers acquis de l'indépendance. Qu'est-elle devenue au fil des ans? Bernard Tonguino nous en dira plus. Bonsoir, merci de nous choisir pour vous informer. Tout de suite, ce dîner offert au président namibien par le chef de l'État. L'occasion pour le président Alpha Condé de remercier son homologue namibien pour ce séjour en Guinée. La cérémonie a mobilisé plusieurs personnalités du pays. Compte rendu, Sanassi Keita. Président de la République de Namibie, son Excellence professeur Alpha Condé, président de la... Le dîner d'État est offert par le président de la République à l'honneur de son homologue de la Namibie. Il est suffisant pour clôturer cette visite d'État de 48 heures de Hage Geingob à Conakry. Le célèbre Bembea Jazz National est de la partie. Un orchestre national dont le talent a égayé le public et a conféré à l'événement toute son importance. Personnalités guinéennes et étrangères sont venues nombreuses pour rehausser de leur présence cette cérémonie, histoire de tisser de véritables liens d'amitié et de coopération entre Conakry et Windhoek, avec la volonté, bien évidemment, des deux présidents, Professeur Alpha Condé et Hage Geingob. Communiqué conjoint de la visite d'amitié et de travail de son Excellence, Dr Hage Geingob, président de la République de Namibie. À l'invitation de son frère et ami, son Excellence professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, son Excellence Dr Hage Geingob, président de la République de Namibie, a effectué une visite historique de travail en République de Guinée du 18 au 20 septembre 2018. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations historiques d'amitié, de fraternité et de coopération entre les deux pays. Les deux chefs d'État ont magnifié les relations fraternelles et d'amitié entre les deux pays qui sont nées de la lutte de libération pour l'indépendance de la Namibie. Dans ce contexte, ils ont rappelé et salué la forte position panafricaine du président de la République, du premier président de la République de Guinée, le président Ahmed Sékou Touré, et sa contribution à la décolonisation de l'Afrique et à la lutte de libération nationale de la Namibie à travers l'appui diplomatique, matériel et politique à la SWAPO en particulier. Les deux chefs d'État ont réitéré leur engagement en faveur de l'unité et de la solidarité africaine et ont appelé les dirigeants africains à toujours parler d'une même voix sur les questions de politique internationale. Ils se sont en outre engagés à travailler sans relâche à la réalisation des visions stratégiques de l'Union africaine pour l'intégration économique. Au plan bilatéral, les chefs d'État ont examiné et convenu de renforcer et d'améliorer la coopération bilatérale, y compris les échanges entre les deux pays. En tant qu'État côtier, les deux chefs d'État ont reconnu
les possibilités et le potentiel de l'économie bleue pour la croissance économique, le développement durable et la création d'emplois, et ont donc décidé d'explorer la coopération dans le secteur maritime et en particulier entre les autorités portuaires des deux pays. Ils ont également souligné l'importance du développement des énergies renouvelables en Afrique. En renforçant l'industrialisation par la valeur ajoutée pour assurer la prospérité de leur population, les deux présidents ont convenu d'instaurer une coopération dans le secteur des mines, de l'agriculture et de l'énergie. Ils ont également convenu de coopérer dans le domaine du tourisme et de créer un environnement favorable pour que le secteur privé des deux pays s'engage dans la promotion du commerce et de l'investissement. Ils ont reconnu également les défis posés par le chômage des jeunes sur le continent africain et, partant, l'importance de l'autonomisation des jeunes, en particulier dans le domaine de la science et de la technologie, de la finance et des sports. Les deux chefs d'État se sont engagés à renforcer et à diversifier la coopération bilatérale dans l'intérêt mutuel de leur peuple en créant une commission mixte de coopération et ont chargé leur ministre des Affaires étrangères, des Relations internationales et de la coopération de tenir la séance inaugurale au premier trimestre de 2019 et pour assurer la mise en œuvre rapide et efficace des mémorandums d'accord et des accords conclus entre les deux pays. Les deux chefs d'État ont été témoins de la signature des 4 premiers accords qui sont les suivants. Accord cadre de coopération, accord sur la création d'une commission mixte, mémorandum d'entente sur les consultations politiques et diplomatiques, mémorandum d'entente sur l'exemption réciproque de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques et de services. Les deux chefs d'État ont examiné un large éventail de questions régionales et internationales d'intérêt commun. Dans le cadre politique et économique de l'Union africaine, l'agenda 2063, ils ont souligné la nécessité d'un engagement total de l'Afrique pour sa réalisation. Ils ont échangé de vues sur les objectifs de développement durable, ODD, et se sont engagés à travailler ensemble sur les questions de l'environnement, en particulier la sécheresse, la désertification et la dégradation des terres. Les deux dirigeants ont appelé à la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies afin de corriger les injustices historiques de la non-représentation permanente de l'Afrique au Conseil de sécurité des Nations Unies. Abordant les questions de sécurité, les deux chefs d'État ont exprimé leurs vives préoccupations face à la multiplication des attaques terroristes et à la montée de l'extrémisme violent en Afrique et dans le reste du monde. À cet égard, ils se sont engagés à développer la concertation et la coopération dans la lutte contre ces fléaux, ainsi que la prolifération et la circulation illicite des armes légères en Afrique. Les deux chefs d'État ont renouvelé leur engagement à renforcer l'architecture africaine de paix et de sécurité, en particulier en ce qui concerne la fin des conflits, conformément à l'agenda 2063. Leurs Excellences, les présidents Dr Hage Geingob et professeur Alpha Condé ont noté avec satisfaction leur convergence de vues sur l'ensemble des questions nationales et internationales évoquées, ainsi que le parfait climat d'entente et de cordialité qui a marqué leur entretien. Au terme de sa visite officielle en Guinée, son Excellence Dr Hage Geingob, président de la République de Namibie, au nom de sa délégation, a remercié son Excellence professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, chef de l'État, le gouvernement et le peuple de Guinée pour la qualité de l'accueil fraternel et chaleureux et les marques d'hospitalité légendaires dont lui-même et sa délégation ont été l'objet durant leur séjour. Son Excellence Dr Hage Geingob, président de la République de Namibie, a adressé une invitation à son Excellence professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État, pour effectuer une visite d'amitié et de travail en Namibie. Cette visite a été acceptée avec plaisir
et la date sera fixée de commun accord par voie diplomatique. Conakry, 19 septembre 2018. C'est une nouvelle ère de coopération entre les deux pays, la Guinée et la Namibie, qui s'annonce désormais avec ses nombreux protocoles d'accord signés. Le tout couronné par la gratification du président de la République de Namibie. Professeur Alpha Condé a élevé son note de marque à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national du mérite de la République de Guinée. Le président de la République décrète, article 1er, la dignité de Grand Croix de l'Ordre national du mérite de la République de Guinée est décernée à son Excellence Adj Gengom, président de la République de Namibie, pour sa contribution de qualité au renforcement des relations d'amitié et de coopération entre la République de Guinée et la République de Namibie. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 14 septembre 2018, signé professeur Alpha Condé, grand maître des ordres nationaux de Guinée. Au nom du président de la République, grand maître des ordres nationaux, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons à la dignité de Grande Croix de l'Ordre national du mérite de la République de Guinée. La joie est immense après cette distinction honorifique. Les deux présidents, main dans la main, se fixent désormais pour ambition de faire en sorte que les relations d'amitié et de coopération entre la Guinée et la Namibie s'intensifient davantage, au profit surtout des deux peuples. Le chef de l'État a reçu en audience ce jeudi la directrice des opérations de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest. Au menu des échanges, le nouveau partenariat pays de la Banque mondiale, comme l'explique Soukena Cham au micro de Ibrahima Keïta du bureau de presse de la présidence de la République. La Banque mondiale a approuvé le 7 juin 2018 le nouveau cadre de partenariat pays. Ce nouveau cadre de partenariat accompagne la Guinée dans ses défis majeurs de développement et ce cadre de partenariat a permis également d'augmenter significativement les ressources allouées à la Guinée qui étaient dans notre IDA 17 à 485 millions. Dans ce nouveau cadre de partenariat, nous avons pu mobiliser des ressources à hauteur de 1,5 milliard de dollars américains. Il s'agissait donc pour nous de venir discuter avec le président de la République, réaffirmer le soutien de la Banque mondiale pour accompagner la Guinée dans ses défis de développement, mais également échanger sur les préoccupations du moment, les contraintes et les défis dans l'exécution de nos projets et programmes et échanger, avoir une conversation qui, comme vous le savez, d'habitude très fructueuse, très franche et très honnête avec le président de la République. Je vous le disais en titre, ce qui concentre l'attention ce soir, un chiffre, 1,5 milliard de dollars. C'est l'enveloppe que la Banque mondiale compte investir en Guinée pendant que notre pays pilote le programme national de développement économique et social. Un soutien de taille qui va booster ce programme présidentiel. Témoignage en images dans ce reportage de Maïmouna Bella Diallo, Sadoubari. Ce nouveau cadre de partenariat du groupe de la Banque mondiale vient soutenir la Guinée dans son programme d'action en faveur de la croissance économique et de la réduction de la pauvreté pour une période de 6 ans. Cet exercice vise à ce que collectivement, gouvernement, Banque mondiale, partenaires, société civile, on dit bon, maintenant nous avons fait une bonne défense, nous avons l'argent, essayons de nous apprêter pour la mise en œuvre. Les acteurs sont conscients des difficultés dont le secteur privé est confronté. C'est pourquoi, à travers cette nouvelle stratégie, le secteur bénéficiera de l'appui et des garanties nécessaires pour son développement.
ce qui rassure cet opérateur économique. Les bonnes dispositions sont prises par la Banque mondiale via la SCFI pour intervenir, pour aider le secteur privé à accéder au financement et aussi accompagner non seulement en amont et en aval aussi le secteur privé. Le gouvernement guinéen rassure ses partenaires d'œuvrer pour l'atteinte de l'objectif fixé dans le PNDS, celui d'améliorer les conditions de vie des populations. Avec l'avènement du PNDS, c'est une voie nouvelle qui est tracée pour notre pays. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier l'équipe pays pour d'abord le dialogue, la qualité de dialogue que l'équipe a avec mon département et avec tous les départements. Les membres du gouvernement l'ont témoigné. Et la qualité d'accompagnement, parce que le financement c'est important, mais la qualité du dialogue est encore davantage plus importante parce que ça nous permet de mettre le doigt là où ça fait mal et surtout ensemble de trouver des solutions pérennes pour des problèmes conjoncturels, afin de solutions très pérennes pour des problèmes structurels. Le cadre stratégique est bâti sur le PNDS, le diagnostic systématique de pays, DPS, et sur la base d'un programme axé sur 3 piliers. Il s'agit de la gestion budgétaire et des ressources naturelles, le capital humain qui inclut l'éducation, la santé et la protection civile. Le 3e pilier comprend l'agriculture et la promotion des affaires. Rendez-vous est pris pour 2022 pour le prochain cadre de partenariat pays, Groupe Banque mondiale et la Guinée. Un nouveau projet minier s'installe en Guinée. Il s'agit de la société Achapura, des partenaires indiens, et ils vont exploiter la bauxite de Télémilé. Une étude d'impact environnemental est faite par la société et ses responsables présentent les résultats au cadre du ministère des Mines et de la Géologie. Le point avec Mohamed III Camara. Une nouvelle société minière s'implante en Guinée. Achapura, c'est son nom. Son site d'exploitation se trouve dans le village de Houda, dans la préfecture de Télémilé. L'investissement de ce projet minier d'intérêt national s'élève à plus de 185 millions de dollars et va générer plus de 500 emplois directs et 3000 emplois indirects. Pour ce départ, 200 000 tonnes de bauxite sont déjà disponibles. Ce projet d'une durée de 35 ans réalisera une route de plus de 120 km et un port fluvial entre Bofa et Télémilé. Avec tous les responsables miniers, ont tout fait pour qu'on réalise une étude de faisabilité qui est profitable à l'État guinéen, qui réponde aux besoins de contenu local, qui va ajouter le revenu de l'État et aussi qui va créer un ressource pour l'avenir de ce pays. L'étude qui est faite aujourd'hui est validée parce que cette étude répond aux critères internationaux et aux besoins guinéens. Si vous voulez développer des mines, vous devez attirer des investisseurs. Aujourd'hui, les investisseurs ont trouvé le projet présenté par la Sogipami assez attractif d'un point de vue financier, d'un point de vue géologique. À notre tour, Sogipami, nous avons trouvé en Achapura un partenaire généreux, puisqu'il offre un certain nombre d'infrastructures à ce projet-là, qui restera la propriété de la Sogipami. Elle offre aussi une possibilité d'exploiter et de développer une mine de classe mondiale. Ce projet minier Achapura est en étroite collaboration avec la Sogipami. Les études environnementales et sociales réalisées par BGF Consulting Service ont été présentées aux autorités du ministère des Mines et de la Géologie. Chaque nouveau projet qui se met en place est un nouveau défi pour l'État, pour l'administration. Ça demande un suivi important de la part de l'administration, ça demande une sensibilisation des populations. Il faut que les populations comprennent que ces projets qui se mettent en place ne seront pas tout à fait à 100% parfaits au début. Il nous appartient à nous de faire en sorte que ces projets puissent s'améliorer. Il faut qu'on accepte les projets, qu'on puisse ensemble se battre pour que les gens puissent travailler correctement. Cela se fait dans la paix, dans la discussion. Pour être en conformité avec le respect du contenu local, ce projet qui démarrera en 2019 devra prendre compte des préoccupations des zones impactées.
Lancement à Conakry des travaux d'évaluation conjointe des programmes financés par Gavi. L'évaluation s'inscrit dans l'optique globale de la redevabilité des différents acteurs du système de santé de notre pays. Une initiative du ministère de la Santé en collaboration avec ses partenaires techniques. Diane Yansani. S'inscrit dans l'optique globale de la redevabilité des différents acteurs du système de santé guinéen. Une façon de permettre d'avoir une cartographie réelle des différentes interventions et leur impact sur le système de santé. Cette évaluation conjointe des programmes financés par Gavi intervient dans un contexte de relance et de résilience du système de santé de la Guinée après 2 années d'épidémie de la maladie à virus Ebola. Ce que les partenaires attendent sous le leadership du ministère et du gouvernement, c'est d'améliorer l'efficacité des interventions sur le terrain dans le cadre de la politique de santé communautaire et du plan national de développement sanitaire, qui lui-même contribue au plan national de développement économique et social de la Guinée, et aussi d'augmenter la redevabilité mutuelle entre les partenaires et les autorités, mais aussi les acteurs sur le terrain qui sont ceux qui vont permettre que des résultats tangibles soient obtenus. La subvention Gavi a pour vocation d'améliorer la couverture et l'équité en matière de vaccination et de contribuer au renforcement des piliers du système de santé dans l'optique de la couverture sanitaire universelle. Il est important qu'on puisse renforcer vraiment ce programme qui est un programme clé au sein de l'architecture du système de santé. Si vous voulez que le système soit performant pour administrer les vaccins, il faut renforcer le système de santé. Donc nous avons un programme qui est doté de 30 millions de dollars sur les 4 à 5 prochaines années pour appuyer les piliers du système de santé. Cette évaluation conjointe, au-delà de son caractère d'échange et d'analyse, devrait suggérer des actions concrètes pour l'amélioration des taux de couverture vaccinale, programme élargi de vaccination. On a un plan stratégique sur 5 ans et chaque année nous déclinons ce qu'on appelle un plan opérationnel, c'est-à-dire un plan annuel. Nous faisons la mise en œuvre, nous exécutons les activités. Depuis 4 ans, 5 ans maintenant, nous procédons à cette activité qu'on appelle évaluation conjointe. Elle est conjointe parce qu'elle est conduite par les partenaires de l'Alliance. On a l'habitude de faire des planifications stratégiques sur de nombreuses années, mais on ne se donne pas toujours de les évaluer de façon annuelle. Donc cet atelier va nous permettre de repasser en revue tout ce qui a été planifié, essayer d'identifier les facteurs de succès, mais aussi les points faibles à améliorer. À la suite de ces assises, les partenaires de l'Alliance Gavi entendent apporter l'assistance nécessaire au ministère de la Santé pour la mise en œuvre diligente des activités du RSS2 et la recherche de complémentarité avec d'autres partenaires en vue de parvenir aux résultats programmatiques. C'est une grande première dans l'histoire de la Cour suprême de Guinée. Un avocat investi procureur général, Maître Maurice Lamy Kamano, a pris fonction ce jeudi et devient le chef de parquet de la plus haute institution judiciaire. Comment tout cela est arrivé? Élément de réponse dans ce reportage de Tcherno Younoussaba. C'est une audience différente d'un jugement. Une tradition qui marque l'installation et l'entrée en fonction du nouveau procureur général près la Cour suprême. Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions de magistrat, de les exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution et des lois de la République. Je le jure. Je donne acte à monsieur le procureur général près la Cour suprême du serment prêté et le déclare installé dans ses fonctions. Membre du barreau de Guinée depuis 3 décennies, Maître Maurice Lamy Kamano, à travers ce serment, intègre le corps des magistrats de Guinée. Par cette promotion, il entre en contact avec la plus haute institution judiciaire du pays, la Cour suprême. Vous avez déjà prêté serment d'un autre ordre, d'un autre corps professionnel, celui d'avocat. Je ne doute pas que vous connaissiez le sens et les valeurs fondamentales et communes contenues dans un tel texte. Mais permettez que je rappelle que le texte du serment que vous venez de prêter renferme la quintessence de la profession de magistrat que vous embrassez et celle des missions inhérentes aux hautes responsabilités que les lois ont dévolues aux magistrats du parquet général de la Cour suprême.
Par ce serment, vous adhérez à un autre système permanent d'éthique et de déontologie. Et vous vous inscrivez dans une corporation d'hommes et de femmes qui cimentent par leur posture morale et leurs actions quotidiennes les fondements de sécurité et de quiétude du vivre ensemble. Cette cérémonie intervient alors que la Cour suprême de Guinée connaît de profondes mutations. Au niveau du siège, les chambres passent de 2 à 6 avec à la clé la nomination au parquet de nombreux magistrats, dont le nouveau procureur général. Dans l'émergence d'une justice conséquente dans notre pays, j'ai souhaité proposer, c'est moi qui ai proposé le nom du nouveau procureur général au Conseil supérieur de la magistrature et à Monsieur le Président de la République, qui l'ont validé. On a un premier président de la Cour suprême à qui je rends hommage et qui tient bien la boutique et qui en même temps conseille auprès du garde des Sceaux. Il est important qu'au niveau du parquet général, qui est aussi quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, même s'il était avocat, pour l'émergence d'une justice impartiale, efficace et dans notre pays. Les réformes amorcées au sein de la Cour suprême devront davantage contribuer à construire une justice forte et accessible dans la gestion des affaires frappées de pourvoi, notamment. Allons au Mali, vous allez le voir, la communauté guinéenne vivant dans ce pays frère a investi le nouveau président Elhadj Sita Camara. Il présidera désormais et pour les 5 prochaines années les destinées du Conseil des Guinéens au Mali. La cérémonie d'investiture a été présidée par l'ambassadeur de la République de Guinée au Mali, Oumou Touré. La communauté guinéenne vivant au Mali a un nouveau bureau. Il est composé de 19 membres élus pour un mandat de 4 ans renouvelable. Elhadj Sita Camara en est le président. Pour lui, l'installation de cette équipe s'inscrit dans le cadre de la gestion et de la réorganisation de la communauté guinéenne vivant au Mali pour mieux répondre aux exigences du pays et des membres. Le bureau du Conseil des Guinéens au Mali inscrit sa mission dans la réorganisation effective de la communauté guinéenne au Mali. Pour atteindre ces objectifs légitimes, le nouveau bureau que j'ai l'insigne honneur de présider, les destinés inscrit son mandat dans l'unité nationale avec des actions concrètes en faveur de tous les ressortissants guinéens établis sur la terre malienne, une terre de paix et d'hospitalité légendaire. Plusieurs personnalités maliennes et guinéennes ont pris part à cette cérémonie d'installation du Conseil des Guinéens au Mali. Parmi elles, l'ambassadeur de Guinée dans ce pays frère et ami, Kabinet Condé, a indiqué que les membres du bureau entrant doivent œuvrer au renforcement des relations entre la Guinée et le Mali, mais respecter les lois du pays hôte. C'est un Conseil des Guinéens au Mali. Le chef président à côté de moi, par exemple, que dès aujourd'hui tu commences à réfléchir comment installer des antennes, des cellules à l'intérieur du Mali. C'est un conseil qui va gérer les Guinéens au Mali. Là, on se trouve aujourd'hui, mes chers amis, on n'est pas capable de dire qu'on est Guinéen vit ici au Mali. On n'est pas capable. Le nouveau président de la communauté des Guinéens au Mali a rendu un vibrant hommage au président Alpha Condé pour son patriotisme et son sens élevé pour la construction de l'édifice national. Nous sommes le premier jour de l'an du calendrier musulman. Traditionnellement, c'est l'occasion pour les couples de procéder au renouvellement des alliances, même si la pratique tend à disparaître, soit par ignorance ou négligence. Mais pour certains conservateurs comme Elhadj Tcherno Amadou, ils pratiquent le rituel depuis 33 ans. Notre correspondant vidéo à l'abbé Sarafdine Diallo l'a rencontré durant les 2 jours du Golioli. Ces images sont commentées par Mamadou Alpha-Balé. Après 33 ans de mariage, Elhadj Tcherno Amadou Diallo n'a jamais raté le traditionnel renouvellement d'alliance à l'occasion du nouvel an musulman. Pour ce septagénaire, cette pratique contribue à maintenir une bonne ambiance entre les belles familles et dans le couple. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup d'amertume qu'il constate la disparition progressive de cette valeur culturelle. Même dans l'arrière-pays, les sacs de sel sont de plus en plus rares dans les familles
au lendemain du Yoli Yoli. Nous sommes nés dans l'islam, c'est important de venir chaque année dans la belle famille pour renforcer les liens. Je suis là avec mes frères et autres membres de la famille. Nous sommes venus pour échanger et leur présenter ce que Dieu nous a permis d'avoir, c'est-à-dire des colas et un peu d'argent. Je compte continuer et c'est dommage que peu de gens continuent à le faire. Pour moi, il faut maintenir ça puisque nous avons trouvé nos parents en train de le faire. Le 9 du mois lunaire, la soirée commence par bien manger. Selon la légende, celui qui ne mange pas bien ce soir-là aura faim toute l'année. Puis, à la tombée de la nuit, chants et danses résonnent un peu partout. C'est la nuit du Soroyamba. Même si la fête du Nouvel An musulman perd son engouement d'antan, bon nombre de fidèles restent encore attachés à certaines valeurs. Des valeurs comme les salutations d'usage avec le voisinage, parents et autres connaissances. Dans la cité de Karamoko Alpha Moulabé par exemple, la population reste encore enracinée à ces traditions. Ce jeudi, au grand marché, de nombreuses boutiques sont restées fermées pour observer cette vieille tradition. Joyeuse fête à tous les musulmans et très belle année. Chacun le fête à sa manière ce nouvel an. Et depuis une dizaine d'années, la communauté libanaise de Guinée, elle, a choisi d'offrir des poches de sang au Centre national de transfusion sanguine. Une initiative que soutient le ministère de la Santé. Et pour cette communauté, c'est une manière de commémorer l'assassinat du petit-fils du prophète Mahomet. Paix et salut sur lui, mort ce jour. Le point avec Bakari Bambakone. Chaque année, la communauté libanaise vivant en Guinée fait un don de sang. Cela se passe tous les 10e jours du nouvel an musulman appelé chez nous Gumbenten. Une façon pour la diaspora libanaise de commémorer la mort d'Al-Hussein, fils de Fatima, l'unique fille du prophète Mohammed, paix salut sur lui, assassiné le 10e jour de l'an 61 du calendrier musulman à Karbala en Irak. Pour les donateurs, ce jour signifie sauver des vies humaines en donnant le sang. C'est un devoir d'assister nos frères et sœurs qui sont dans les hôpitaux. Avec cette cérémonie, nous regroupons tous nos chers frères libanais qui souhaiteraient donner leur sang. Et ça, c'est une tradition en Guinée, on le pratique depuis une dizaine d'années. C'est un apport important. Dans nos hôpitaux, nous sommes toujours en manque de sang. Et les malades ont besoin de sang. Donc c'est un acte humanitaire. C'est un acte qui nous va droit au cœur. Ensuite, l'imam de la communauté prêche le pardon, la tolérance, mais aussi l'importance de secourir des personnes en danger. J'ai été vraiment content de voir qu'il y a un dispensaire ici et qui reçoit des donateurs de sang qui sont maintenant aux alentours de 80 personnes et qui vont avoisiner les 100 personnes, ce qui me donne du baume au cœur. Je suis vraiment content de voir tous ces jeunes gens libanais qui donnent leur sang pour des Libanais et pour des Guinéens au cas où quelqu'un en a besoin. Les Libanais de la Guinée, en plus de cette campagne d'Ashura ou de don de sang, participent tous les ans à la journée mondiale de la donation de sang au Centre national de transfusion sanguine de Donkan. Et puis une autre rubrique en 60 ce soir, zoom sur l'usine de textile de Sanoya. C'est l'un des premiers acquis de l'indépendance, une unité industrielle offerte par l'Angleterre et qui a permis à la Guinée de faire la promotion de son textile. Depuis quelques années, tout a changé. Qu'est devenue cette usine? On évoquera aussi les souvenirs de certains dans ce grand format. Signé Aboubakar, Sidiki Souma, Bernard Tunguino. L'usine de Sanoya est non évocateur pour les anciens de ces complexes industriels. Le premier à faire la promotion du textile made in Guinée. C'était sous le premier régime. Mais il y a plusieurs décennies, plus de bruit des machines dans ces ateliers, plus de fumée sur le toit. Les activités sont arrêtées en 1985, quelques mois seulement après la mort du président Ahmed Sékou Touré. Sur le site de près de 10 hectares, des signes de ruines. En dépit des initiatives de relance du complexe, ces installations sont encore cadenassées.
À quelques mètres des ateliers, la cité des travailleurs construite en même temps que l'usine en 1963. 46 appartements abandonnés et de plus en plus délabrés sous le poids des intempéries. Sur place, aucun interlocuteur pour notre équipe de reportage. À 2 km du site industriel, nous allons à la rencontre d'un ancien administrateur général de Sanoya. Le dernier avant la fermeture de l'usine. À la terrasse de son domicile, Elhadj Saliou Cissé, octogénaire, témoigne de la particularité administrative et technique qu'avait la plus grande unité industrielle de son temps. Oh, c'est difficile. C'est difficile d'avoir travaillé dans une entreprise pendant 17 ans, parce que j'ai travaillé 17 ans à Sanoya. C'est une usine qui a été spécialisée depuis l'époque là. Tous les directeurs des usines de Guinée étaient dénommés directeurs. À Sanoya, c'était administrateur général. C'est lui qui dirigeait l'usine. Et c'était normal. Parce qu'en fait, une usine textile du genre de celle qu'on avait à Sanoya là, c'est 3 usines réunies. Parce qu'il y a dans le textile différents compartiments. Et chaque compartiment, en réalité, c'est une usine. Alors on commence par la filature. On travaille le coton pour l'amener en fil. Ça fait une usine en elle-même. Il y a après la filature, il y a le tissage, où on transforme les fils en tissu réel. Et après le tissage, on a un tissu cru qui a besoin effectivement d'être travaillé de manière à l'amener au goût de la population. Donc il y a différentes opérations chimiques que l'on fait là-bas et qui jusqu'à aboutir au produit fini. Ça fait un comportement, donc un département, pardon. Donc en réalité, c'était un complexe textile, c'est comme ça on l'a appelé même complexe textile de Sanoya. Au-delà du caractère industriel et commercial, le complexe textile de Sanoya était une fierté nationale avec une capacité de production de 25 000 mètres de textile par jour. C'est une fierté, une très grosse fierté nationale. Et il faut que ça soit. C'est-à-dire, les usines, c'est des acquis pour les nations. On ne peut pas s'en passer. Quand on a une production à soi, eh bien, on se suffit ou on complète à travers la production extérieure. Mais si on bannit la production intérieure, on laisse tomber l'entreprise, là, non, ça ne se doit pas. Ça ne se doit pas, surtout qu'il est possible de cultiver du coton ici. Voilà, ça ne se doit pas. L'usine textile de Sanoya est morte, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. J'espère qu'un jour, le gouvernement pensera à ces problèmes-là. Il pensera au problème des usines arrêtées banalement pour les relancer. Parce que c'est une des structures qui sont indispensables pour une nation. Comme souhaité par l'ancien administrateur général, le dossier de relance du complexe textile de Sanoya est sur la table de l'administration. Mais que s'est-il passé réellement pour en arriver à l'arrêt de la production industrielle du textile guinéen? Nous allons chercher la réponse au ministère de l'Industrie et de la promotion du secteur privé. Après l'indépendance de la Guinée, la Première République s'est engagée à la réalisation d'unités industrielles sur l'ensemble du territoire. Mais ces unités industrielles étaient des entreprises publiques, donc qui avaient un mode de gestion basé notamment sur la subvention. Alors, à l'avènement de la Deuxième République,
Et avec le changement de régime économique, nous sommes passés du régime centralisé à un régime libéral. Nous sommes rentrés dans une phase, dans un programme d'ajustement structurel dont le contenu était, entre autres, le retrait de l'État des activités économiques. Donc l'État s'est désengagé des activités économiques et il nous a été demandé de privatiser toutes ces entreprises publiques. C'est ainsi que ces entreprises ont eu un transfert de propriété. L'État a cédé la propriété à des opérateurs économiques privés, nationaux et étrangers. Depuis la libéralisation des initiatives économiques et son manteau de privatisation du secteur industriel, toutes les tentatives de reprise du complexe de Sanoya par des gestionnaires privés se sont soldées par un échec. Des Portugais aux Sénégalais, en passant par des Chinois et même des nationaux, aucun groupe n'est encore parvenu à rouvrir les portes de l'usine. Sanoya a été privatisé avec un groupe portugais. Ce groupe portugais avait donc l'engagement de relancer les activités. Malheureusement, ce groupe n'a pas pu. Nous avons ramené Sanoya dans le portefeuille de l'État et il a été rétrocédé à un groupe chinois de la province de Shandong. Ce groupe également avait mission justement de relancer la production des tissus sur la base d'ailleurs de la production nationale du coton. Malheureusement, ça n'a pas été comme ça, ils n'ont pas respecté leur engagement. Et donc nous avons ramené une deuxième fois Sanoya dans le portefeuille de l'État. Nous avons repris avec d'autres opérateurs, cette fois nationaux, qui s'étaient engagés à réaliser sur le site des activités multiples. Donc ces nouveaux repreneurs avaient mission, justement, s'étaient engagés de réaliser sur le site plusieurs autres petites unités, dont des entreprises de gaz et des entreprises de production de bougies et tout. Malheureusement, pour une raison ou pour une autre, eux aussi n'ont pas pu réaliser. Et dernièrement, c'est une société encore qui s'était engagée auprès du département pour y faire un atelier de montage de bus et de tracteurs. Et donc, nous attendons que ces gens-là aussi donnent la preuve de leur possibilité à relancer cette fois-ci, non pas le tissu, mais un atelier de montage de bus et de tracteurs. En attendant la relance effective des activités par les nouveaux preneurs, Sanoya rappelle la volonté acharnée d'une nation à tisser très tôt son tissu industriel pour garantir son indépendance acquise dans un contexte tendu. L'espoir de tous est la poursuite de ses rêves à travers les âges. On termine avec une triste nouvelle suite à la disparition ce jeudi de l'un des compagnons de l'indépendance nationale, Dr Gabriel Sultan, membre fondateur du Lions Club International en Afrique et médecin. Il est décédé à l'âge de 102 ans. Repose en paix, Lion Sultan. Voilà, c'est tout pour les infos. Merci de nous regarder à Dixine Port Landrea, Matoto équipé. Demain, pour tout le week-end, vous serez avec Adel Camara. L'info continue sur rtgcoloma.info. À très vite et bonsoir.